C'est parfait. Alors bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette nouvelle rencontre, cette web rencontre du CERU. C'est la deuxième. Nous avons un petit souci avec le logiciel qu'aurait dû vous prévenir que le web et vous renvoyer à tous une invitation il y a 1 heure et 5 minutes. A priori, ça n'a pas été fait. Donc, on vient de le faire manuellement. C'est pour ça qu'on avait quelques minutes de retard et que les participants vont sans doute arriver un peu plus en retard que initialement, puisque ils viennent d'avoir l'invitation juste à l'instant. En tout cas, je voulais absolument recevoir aujourd'hui Bertrand Legrand, le docteur Bertrand Legrand, euh, qui est aussi responsable d'un syndicat de médecins. Il va nous préciser tout ça et qui prépare actuellement un livre sur son expérience et son vécu vis-à-vis de sa lutte contre le coronavirus, puisque ça a été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Et je me rappelle encore, moi, son coup de téléphone assez paniqué, alors que tout le monde était encore très sûr que c'était juste une grippette. Pour me dire non, non, il faut absolument prévenir tout le monde, il faut signaler qu'il le contingent, qu'il faut que les gens se confinent, que les mesures de distanciation sociale doivent être prises avec sérieux. Et ça, c'était très en amont des décisions qui ont été prises. Et puis après, il a été suivi notamment par envoyé spécial qui a qui a suivi son quotidien dans ce combat-là pour alerter, à la fois pour soigner, mais aussi pour alerter la population et ses confrères et surtout le ministère des dangers de cette épidémie. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va fonctionner effectivement en deux temps. Le premier temps, je propose que on échange un petit peu avec le docteur Bertrand Legrand sur deux grands sujets. Un, en gros, ce qui s'est passé, un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et dans un second temps, ça nous permettra d'ouvrir le débat, de répondre à la question plus simple pas plus simple, mais à la question plus actuelle de qu'est-ce que on pense aujourd'hui des mesures qui ont été annoncées, à la fois de la stratégie de dépistage qui est annoncée par le ministère, par ce qui a été annoncé sur le plan de déconfinement, dont on aura vraisemblablement des précisions encore tout à l'heure dans quelques heures. Et donc tout ça, effectivement, ça doit nous amener à pouvoir échanger et ensuite vous pourrez utiliser le chat pour poser vos questions et interagir et je me ferai votre voix pour qu'on puisse répondre à tout ça. Alors, docteur Bertrand Legrand, Bonjour Olivier. bonjour. Et, et, la, et la première question, c'est effectivement comment vous avez vécu l'apparition de l'épidémie dans votre cabinet médical d'abord et les premières semaines de cette Alors, épidémie. les premières semaines, je les ai vécues comme beaucoup de personnes s'en rendent pas encore vraiment compte. Je m'en suis absolument pas rendu compte parce que les premières semaines en France, là on travaille avec un PUPH de Lille et on se rend compte que les premières semaines en France c'était plutôt novembre et que on commence à avoir des case reports de gens qui ont été malades de syndromes viraux, qui ont été hospitalisés, qui n'ont pas eu de PCR à l'époque et qui ont fait 2, 3, 4 semaines de syndrome viral avec des pneumopathies, des complications et sans qu'on ait trouvé de virus derrière. Et donc, on pense bien que quand on regarde ces case reports, c'est essentiellement des gens qui voyageaient beaucoup, qui voyageaient avec la Chine. Et donc, manifestement, il y avait déjà des cas en novembre. Et en novembre, personne ne le savait. Donc, si on doit partir du début, je m'en suis absolument pas rendu compte sur le champ. Et après, au fur et à mesure du temps, il y a eu, je me suis pas vraiment rendu compte de ce qui se passait en Chine. Pour être très clair, quand c'était en Chine, ça paraissait vraiment loin. Et à un moment donné, ça a commencé à vraiment exploser en Chine. On s'est dit, oula, ça commence à bouger, ça va dans d'autres pays. Et on a compris à ce moment-là que le monde qui était en Chine, et c'était un monde des affaires. Il a fallu du temps avant qu'on comprenne que Wuhan, c'était une ville des affaires et que donc on avait tous nos acheteurs qui revenaient de là. Et donc, quand on a commencé à avoir des alertes de la DGS là-dessus, on s'est dit, mais c'est bizarre, on a l'impression qu'ils prennent pas la mesure des choses. On a l'impression qu'ils se rendent pas compte que c'est des milliers de personnes qui vont revenir de Chine et que c'est absolument ingérable. Et on a commencé, alors c'était je me rappelle plus la date exacte comme ça, mais c'était un dimanche où j'allais à la messe. J'avais un journaliste au téléphone et je lui explique, je lui dis, je suis de garde. Et hier, je vois une dame, elle revient de Chine et elle n'a pas osé dire au SAMU qu'elle revenait de Chine parce qu'elle avait peur d'être confinée. Et donc, je lui dis, mais on va en avoir plein des cas comme ça parce que
ça vient pas à l'idée tout de suite du patient de nous prévenir qu'il revient de Chine. Et après, ça accélérait. Quand on a vu arriver le premier cas en Italie, on s'est dit bon ça y est, c'est fini, là on est bon. Et puis manifestement, ils n'ont pas pris la mesure des choses. Et au fur et à mesure, plus on avançait dans l'épidémie, plus on sentait que ça se rapprochait. Et on n'avait toujours pas de masque, on n'avait rien. On avançait dans l'épidémie, on comprenait que c'était une maladie, ce qu'on appelle nosocomiale, donc une maladie qui était transmise par les soignants. Quand on a eu le cas de l'Italie, ça a été très flagrant, où on s'est rendu compte que c'est l'hôpital qui a contaminé la population, les médecins par définition. Et là, on s'est tous regardés en se disant mais on n'est pas protégé, on va se contaminer et on va contaminer nos patients. Et alors là, ça a été panique à bord. Et on s'est rendu compte tout doucement que effectivement, on prenait des mesures qui étaient franchement des mesurettes pour lutter contre la propagation, et qu'on nous faisait des pseudo-zones de cluster où, où on nous disait bien gentiment qu'on maîtrisait, qu'on comptait les nombres. Et nous, à chaque fois qu'on voulait tester quelqu'un qui avait un syndrome assez bizarre et qui nous y faisait penser, on nous répondait non, non, vous êtes en grippe, c'est bon, c'est une grippe. Bah ouais, c'était une grippe. Et pourtant, dans ta région, la région de Tourcoing, vous avez été assez rapidement. Vous n'êtes jamais classé en cluster, pourtant vous étiez avec un taux Mais d'épidémie oui, assez fort, non? la Assez deuxième rapidement. caractéristique de l'épidémie, c'est que c'est une épidémie gouvernementale. Et très rapidement, quand on a eu des politiques qui ont commencé à faire campagne, on a vu que ceux qui étaient le plus proches de Paris, ceux qui étaient le plus proches du pouvoir, manifestement dans leur ville, il y avait beaucoup plus de personnes touchées. Et quand on voyait le gouvernement et les gens qui étaient touchés les uns après les autres, on a vite compris que non, là où il y avait le malheur d'avoir un ministre dans le coin, la campagne était faite, elle était bien faite, et c'était pas que pour gagner les élections, quoi. Ouais, c'est qu'effectivement, en gros, ceux qui étaient dans l'entourage des ministres ont eu beaucoup de contacts avec des gens contaminés au début, et ça a vite disséminé aussi par les élus mieux, par les C'est le élus. lien social. Dès qu'on a le lien social, il n'y a pas mieux comme lien social que le cabinet du médecin. Et puis le deuxième lien social le plus important, c'est le politique qui vous tape dans le dos et qui vous serre la main, hein. Ça, on peut pas faire autrement. Et du coup, alors concrètement, c'est à quelle date que tu penses avoir détecté les premiers Alors, cas quand on dans revient ton en cabinet? arrière sur le cabinet, on se retrouve avec des syndromes viraux assez bizarres dès le mois de novembre. Alors, quand je dis des syndromes viraux bizarres, c'était par exemple des toux avec des diarrhées, mais sans vomissement. Donc, une gastro et une angine en même temps. Un truc, bon, on l'a étiqueté comme ça, mais c'est pas logique. Et on est en train de faire une étude des prévalences de nos maladies, et on voit sur la base du cabinet qu'il y a un effondrement de certaines maladies, puis une apparition de plusieurs autres motifs de maladies dans nos consultations. Donc on est passé complètement à côté. Donc ça commence en novembre, ça s'amplifie très fortement en janvier et février, et on est en plein dedans, quoi. Là, février, clairement, on est dedans, quoi. D'accord. Et là, aujourd'hui, pour avancer de quelques semaines, aujourd'hui, l'épidémie, vous sentez un ralentissement? Vous sentez que c'est toujours Alors, assez je présent? le vois qu'à l'échelle de mon cabinet, donc à l'échelle du quartier où je travaille, et donc Ouais. il faut bien prendre le recul de ça. Mais là où je travaille, non, on voit pas vraiment. On voit une petite baisse, on voit une baisse de l'activité, on voit une très nette baisse de toutes les autres pathologies. Ça, c'est génial. On voit que le confinement, ça a supprimé les angines, les gastro, les entorses de cheville et compagnie. Ça, c'est très bien, ça marche. Donc les gens se confinent manifestement, mais les nombres de cas de coronavirus qu'on voit, non, on est à peu près stable, on tourne toujours entre 20 et 30. Alors on est peut-être passé de 30 à 20, quoi, mais c'est pas violent. Et alors faut pas prendre 20 comme étant le chiffre que l'on voit tous les jours, mais ça correspond plutôt à un tiers, puisqu'on les voit le premier jour, je les réexamine 7 jours après, et je les réexamine après à 14 jours. Donc voilà, faut dire c'est à peu près un tiers de 20 de nouveaux cas tous les jours. Et au début de l'épidémie, on semblait nous dire qu'en gros, c'était une maladie qui durait quelques jours quand elle était sous sa forme bénigne. C'est quoi l'expérience aujourd'hui? L'impression, c'est que elle est plus longue. On a Non, l'impression que non, finalement, c'est un problème pour ceux beaucoup qu'on plus connaît. long. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on était contagieux avant les premiers symptômes. Donc ça, c'était déjà pas bien.
On s'est rendu compte ensuite que aux alentours entre le 5e et le 9e jour, c'était ce qu'on appelle l'orage immunitaire. Donc du coup, que c'était vraiment le moment où les gens allaient de moins en moins bien. Et ensuite, ça décroît du 9e jour jusqu'au 14e, 21e jour. Alors la doctrine officielle, c'est que ça dure 14 jours. Mais sur le terrain, ça dure pas 14 jours du tout. Sur le terrain, c'est vraiment 21 jours minimum. Et puis, ça va facilement jusqu'à 30 jours. On a des gens là actuellement qui sont encore avec des diminutions respiratoires au-delà du 30e jour. Et puis, on commence à avoir des cas de réinfestation. Donc, ça, on en a décrit plusieurs. Donc, on attend de voir si les autres confrères remontent aussi des cas comme ça. Mais c'est pas si anecdotique que ça, puisque je m'en aperçois à l'échelle d'un cabinet. Donc, quand un médecin s'aperçoit de quelque chose dans son cabinet, c'est que déjà la fréquence est importante. Et justement, alors ça amène peut-être à une question qu'on nous pose déjà. L'immunité de la population, est-ce que c'est quelque chose qui est crédible? Est-ce que c'est pendant une période où on nous parlait d'une stratégie Alors, d'immunité globale, est-ce que c'est quelque chose qui Alors est au début, envisageable? faut bien prendre les différences de mentalité qu'on peut avoir entre la France et l'Allemagne. En France, on a Pasteur. Pasteur, c'est le vaccin, et donc on est la nation du vaccin, donc on est la nation des anticorps et de l'immunité. Et donc dès qu'on a une infection, on pense qu'on va faire un vaccin. Vous avez eu le sida, on va faire un vaccin. Bah, ouais, bon, on n'a pas de vaccin. Vous avez les caries, on va faire un vaccin. Bah non, on n'a pas de vaccin. Vous aviez la gastro, les rhumes, on pense qu'on va faire un vaccin. Bah non, on n'a pas de vaccin. Et il n'y a pas d'immunité. Dans la majeure partie on a une réaction immunitaire. Reste à savoir si elle est efficace, durable et profonde. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on observe sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, on a bien un taux d'IgG donc qui se met en place, mais est-ce qu'elles sont efficaces? On n'en sait strictement rien. Et ce qui est très bizarre, c'est que on devrait le savoir puisque on a du recul par rapport à la Chine, on a d'autres pays devant, et je pense que normalement, si l'immunité était forte, on le saurait déjà. Ce qui a amené, donc très rapidement, j'ai alerté là-dessus en disant, oulala, attendez, on est en train de faire le pari de l'immunité, mais ce pari-là, il n'est pas du tout acquis d'avance. Et donc du coup, ça a eu des conséquences, c'est que Pasteur est parti sur des tests sérologiques. Donc tests sérologiques, c'est des tests qu'on fait quand on a déjà guéri, quand on n'est plus contagieux. Donc on fait à ce moment-là clairement le pari de l'immunité. Mais ça, le test sérologique, il est très intéressant si vous voulez savoir et déconfiner les gens qui ont une immunité, mais il sert strictement à rien si vous n'en avez pas. Donc, ce pari du test sérologique, bon ou mauvais d'ailleurs, ne tient que sur le fait qu'on ait une immunité. Et c'est pas du tout le cas dans les coronavirus habituels. Donc, pourquoi vouloir trouver une exception dans ce coronavirus? Ça n'avait pas rien de logique. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire et nette, mais ce qu'on ressent et ce qu'on voit, c'est que l'immunité n'a pas l'air d'être très durable. Alors du coup, le pari de corps de l'Institut Corps, c'est l'inverse, c'est d'empêcher la propagation. Et donc du coup, c'est de faire des tests PCR, de trouver tous les positifs, de les isoler et d'empêcher la propagation. Enfin, une technique ancestrale qui marche très bien en Afrique. Ils n'ont rien, mais ils arrivent à endiguer les épidémies. Donc on a des choses à apprendre. Et du coup, là, quand sur cette question de si finalement cette immunité globale est peu probable, comment tu vois justement, parce qu'après on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a déjà pas mal il y a des questions un peu précises qui arrivent. Comment tu juges la politique qui a été mise en place jusqu'à présent par les pouvoirs publics et celle qui est annoncée pour les prochains jours, à la fois alors sur deux niveaux, peut-être la question du confinement. Est-ce que tu penses que le confinement finalement a été bien fait, a été utile? Et du coup, est-ce que le déconfinement tel qu'il est proposé te semble une bonne chose, à la fois dans la manière de le faire et dans le timing? Et puis une deuxième question un peu plus précise sur justement la question du dépistage, puisque c'est une question. Il y a deux questions qui ont finalement été un peu le fil rouge de la pandémie. Ça a été la question des masques. On pourra y revenir, mais on a l'impression que même si on est très loin d'avoir les masques suffisants, on a l'impression qu'on est quand même sur une pente qui commence à être un peu plus importante, mais on peut revenir sur pourquoi ça a mis autant de temps. Et puis la deuxième question, par contre, où là on a l'impression que c'est le flou total, c'est quelle stratégie pour dépister ceux qui sont atteints, qui faut-il dépister, etc. Donc c'est deux blocs de questions
mais qui permettent de poser peut-être le débat avant qu'on donne Alors, la je vais parole à tout le essayer monde. de répondre à toutes les questions, mais ah ouais, tu me Je relanceras parce que relancerai, je je pense que relancerai. je vais avoir du mal à synthétiser tout ça. Donc, si on part du point de démarrage, pourquoi on confine? On confine quand l'épidémie nous échappe, c'est-à-dire à partir du moment où on a une épidémie où on n'a pas de traitement, où des personnes se retrouvent en réanimation et vont mourir. Euh, on peut juste pour que tout le monde comprenne bien l'enjeu, sur l'hôpital de New York, dans le JAMA, on a une très belle étude qui montre que 97% des gens de plus de 65 ans vont mourir à partir du moment où ils sont mis sous respirateur, et 75% des gens de 18 à 65 ans. Donc, à partir du moment où vous avez des gens qui sont intubés, ventilés, donc pas seulement en réa, mais intubés, ventilés, le taux de sortie est très faible. Donc, du coup, on n'est pas sur une grippette, on n'est pas sur quelque chose, enfin, pas sur une maladie bénigne, on est vraiment sur une maladie qui va tuer du monde. Donc, à partir du moment où vous la contrôlez plus, où elle se répand et où le R0 se met à exploser, le R0 c'est le taux de propagation, il varie pendant l'épidémie, vous n'avez pas d'autre solution que de confiner. Donc, si on se place dans une stratégie guerrière, il y a des techniques de défense, il y a des techniques offensives, et ben le confinement, c'est la déroute. Voilà, quand on est submergé de partout, il n'y a pas d'autre choix, on se planque. Voilà. Donc le confinement, c'est la sanction de tout ce qu'on n'a pas fait ou de tout ce qu'on n'a pas bien fait avant. Alors les masques, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, pas de masques aux soignants, donc des gens qui vont transmettre. Bah voilà, c'est criminel. Ils en ont envoyé au front des gens qui se sont retrouvés voilà, en réanimation tout simplement. Et deuxième chose, on a envoyé la réserve sanitaire, donc les médecins les plus vieux, on leur a demandé d'aller devant, ce qui est une originalité absolue. Donc en gros, les personnes les plus à risque, on les a mis devant. Et si vous regardez ceux qui sont morts aujourd'hui, c'est essentiellement des gens de la réserve sanitaire. Donc effectivement, on pourra mettre ça sur le compte de ceux qui ont pris ces décisions-là. C'est des morts purs et durs. Et pour rien en plus. Et du coup, juste pour revenir, tant qu'on est sur les masques, parce qu'il y a eu une polémique quand même qui a duré quelques semaines sur la question de savoir si les masques étaient utiles au-delà des personnels médicaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'effectivement, pour les personnels médicaux, on comprend qu'effectivement c'était une nécessité absolue, mais est-ce qu'il aurait fallu pouvoir proposer des masques en gros à la plus grande partie de la population pour Pour éviter ce la qui est contagion? des protections, c'est masque, blouse, sur chaussures, tenue de rechange, gel hydroalcoolique, désinfectant. C'est tout ça, c'est pas que masque. Donc ça, c'est ce qui n'a pas été donné aux soignants, ce qui n'a pas été donné dans les EHPAD et ce qui a fait des morts. Pour ce qui est de la population, dès le démarrage, on nous a dit, vous inquiétez pas, c'est une contamination gouttelette. Donc gouttelette, je parle, je dissémine des gouttelettes, je tousse, je dissémine des gouttelettes. Une fois que le DGS avait dit ça, il s'est dit, mais il y a un petit problème, on n'a pas de masque en suffisance. Comment on fait? Et dès le démarrage, on retrouve encore, moi j'ai des interviews où je le dis dès le démarrage, euh, contamination gouttelette veut dire se masquer. Et mais c'est pas une faute de cette année, c'est une faute depuis le SRAS. Donc ça a 11 ans, 20 ans, ça fait 20 ans que tous les politiques auraient dû mettre en place dans leur mairie, partout sur tous les endroits où il y a du lieu de passage, des distributions de masques obligatoires pour que quand on tousse, quand on a une grippe, on mette un masque. C'est tout simple, c'est de l'hygiène. Et donc, et des masques et du chat. Donc la défaillance, elle date de très longtemps. Après, ils ont regardé, ils se sont dit, tiens, on n'a pas assez de masques, qui on priorise? Et là, c'est ce que nous a dit notre Premier ministre, c'est qu'il a priorisé le personnel soignant des hôpitaux. Mais c'est pas eux qui étaient en première ligne. Ce qui était en première ligne, c'était les libéraux. Et donc, il a volontairement, il le dit devant la représentation nationale, il a sciemment pas donné de masque aux libéraux. Alors, on nous a fait l'Arlésienne, c'est-à-dire qu'en plus de ça, au lieu de nous dire il n'y en aura pas, et donc nous, on aurait pu ou s'équiper ou prendre les mesures nécessaires de distanciation sociale, d'aération, etc., on a cru qu'on allait en avoir. Donc, on nous a donné une première boîte de 50 masques et on nous a dit, vous utilisez ces masques en mettant un masque sur vous et un masque sur le nez du patient et ça fera à peu près pareil qu'un FFP2. Bon, la bonne blague. Et du coup, 25, ça fait 25 masques. Un jour plus tard, la plupart des confrères n'avaient plus aucun masque.
et les masques qui devaient arriver la semaine suivante ne sont jamais arrivés. À ce jour, moi, j'ai reçu 97 masques pour 2 médecins de l'État. C'est tout ce que j'ai reçu. En combien de Depuis temps le début de l'épidémie. donc depuis le début de l'épidémie? Ah oui. Donc ça donne une idée quand même assez profonde du mépris qu'on peut avoir, en sachant que je vois 20 Covid par jour. Hein. Donc voilà, heureusement qu'on compte pas trop sur ça pour ne pas être contaminé, quoi. Hein. Sinon, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est vraiment, enfin c'est à la fois criminel dans l'absence de gestion, dans le fait d'avoir fait disparaître le stock stratégique, dans le fait de savoir qu'on n'a pas de stock stratégique, de mentir et de faire croire à la population que le masque ne sert à rien. Et après, dans le fait de dire aux professionnels de santé qui vont aller au devant, bah non, non, vous allez les recevoir, vous allez être renouvelés. Du coup, on a jeté un masque, nous. Si jamais on nous avait dit, mais attention, vous n'en aurez pas d'autres, ben on aurait fait ce que j'ai fait dès le démarrage, mis mes masques dans des sachets papier, et tous les 10 masques, enfin, dès que j'ai 10 masques dans mon sachet papier, je vais dans un autre sachet papier, et ainsi de suite, et quand j'arrive à la fin de mes masques, ben, je reprends le premier sachet, et c'est désinfecté tout seul. Voilà. Mais effectivement, et ça alors, parce que c'est une des questions qu'on nous pose, l'absence de masques et de tests en termes de logistique, tu as été un des premiers effectivement à alerter sur le fait qu'une partie de notamment de notre stock stratégique était partie en Chine. Comment tu vois ça? Est-ce que justement, tu as peut-être le souvenir des épidémies précédentes? Est-ce que c'était mieux géré? Est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'on n'a rien appris ou est-ce que même Non, on a c'est désappris? juste catastrophique. C'est que on apprend absolument rien. On a une consommation de chat, donc de gel hydroalcoolique, qui augmente au moment de la grippe H1N1, qui redescend à son niveau habituel juste après. Donc en fait, les Français continuent de ne pas se laver les mains. On a la technique des masques, c'est ce que je t'ai dit. On a distribué des masques sous Bachelot après la bataille. Bon, donc c'était bien parce que comme ça, du coup, j'avais un stock dans le cabinet pour le démarrage. Mais on n'en a jamais eu au moment de Bachelot, parce qu'ils sont arrivés aussi en retard, hein, ces masques, faut pas l'oublier. Donc voilà, on est sur une gestion étatique du problème, et en plus, on ne permet pas un financement suffisant des cabinets libéraux, aussi bien des infirmiers, kinés, etc., vu la valeur de leur acte. Ils n'en ont pas non plus les moyens de passer ça dans leur charge. Donc voilà, quand on gratte partout, et il y a un moment où effectivement on dit bah oui, ils n'ont pas prévu. Bah oui, bien sûr, on n'a pas prévu, on n'a pas, c'est pas compris dans la. Alors, alors c'est peut-être aussi lié, mais tu parles d'incompétence en fait, des difficultés de l'État. Est-ce que dans la crise, les ARS, alors c'est pas, c'est régional, c'est pas ton sourire répond à la question, mais quelle est pour toi la responsabilité de l'ARS dans la gestion de cette Les crise sanitaire? ARS ont été brillantes en phase 1 et en phase 2. Elles ont confiné 200 personnes qu'elles ont été chercher à Wuhan, et elles ont laissé filer des milliers de personnes qui revenaient de Chine sans même les tester. Elles ont été particulièrement brillantes parce que elles ont cherché les cas contacts des différentes régions avec des retards, où on a des confrères qui ont été alertés plus de 14 jours après qu'ils avaient croisé un patient qui était positif, et le confrère qui répond au gars de l'ARS, mais ça m'étonne pas, je suis hospitalisé là. Donc c'est génial. Est-ce que vous avez pensé à prévenir mes patients? Enfin voilà, quoi, non, c'est n'importe quoi. Donc cette recherche de cas contacts, faut bien comprendre, on a échoué sur une recherche de cas contacts quand on avait quelques milliers enfin, à peine 1000 malades pendant un mois. Et là, on est en train de nous dire 3000 malades par jour, enfin 3000 malades par semaine, 525 000 cas contacts à trouver. Et on va reprendre les mêmes qui se sont plantés avant. On va leur mettre un petit peu plus de personnes de la CPAM, et vous allez voir, vous allez y arriver. Alors, s'il y en a des auditeurs qui savent compter, ça fait 525 000 à la semaine. Bah, au bout de 10 semaines, ça fait déjà un bon 5 millions. Bah, autant tester tout le monde, quoi. Faut arrêter de déconner, quoi. Non, c'est stupide. Justement, alors ça c'est la question. Après, on va finir sur cette première partie. La question effectivement qui se pose aujourd'hui, c'est ce qui est annoncé sur la méthode de dépistage. Effectivement, on nous a proposé, quand on nous a annoncé que, comme tu viens de le dire, qu'en gros il y aurait environ 3000 cas par jour, que ces cas-là seraient diagnostiqués par leurs médecins libéraux, qui à ce moment-là doivent
alerté, on ne sait pas qui encore exactement, et que des équipes, y compris d'ailleurs de personnels non médicaux, qui auraient donc accès à des données médicales, ça c'est déjà aussi peut-être une inquiétude, il faudra que tu nous dises ce que tu en penses, auraient pour mission de détecter et de prendre contact avec les cas contacts pour les tester. Alors ça amène deux questions. La première, tu peux peut-être repréciser ce que tu as dit, mais on voit que tu penses qu'effectivement la capacité à détecter ces cas contacts semble un petit peu optimiste. Et la deuxième chose qui se pose aussi, finalement, c'est la question de comment on va tester, c'est quoi les tests et quelle est la fiabilité des Alors, tests. donc, on part déjà d'un acquis, c'est que on ne parle plus d'immunité collective, on ne parle plus de passeport d'immunité. Ça, c'est oublié, déjà terminé. Les gens qui ont voulu se contaminer pour être immunisés, on oublie. Donc ça, déjà, ils ont fait un progrès, ils se sont améliorés, ils sont plus là-dessus. Donc, on part sur des tests PCR. Donc, c'est des tests où on vous enfonce un coton-tige jusqu'en haut du nez, où c'est pas du tout douloureux. Je tiens tout de suite à le dire parce qu'on voit des vidéos qui disent que c'est l'horreur. Enfin, les quelques militaires qui le font et qui disent que c'est l'horreur, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent d'être militaires. Donc, non, j'en ai fait une dizaine. Ça, c'est très facile à faire. Deuxième chose, donc ces tests PCR, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont une sensibilité qui est mauvaise, qui est de 0,60 et une spécificité qui est de 0,98, donc qui est plutôt très bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Oui. c'est un test qui, 6 fois sur 10, quand il est en face d'un malade, il va répondre malade. Et 4 fois sur 10, il va répondre non malade. Ça veut dire que ça ne peut pas s'interpréter comme ça. C'est la performance du test. Et il y a ce qu'on appelle le théorème de Bayes qui nous permet de dire si j'utilise ce test sur une population avec 10% de malades dedans, un test négatif, quelle est sa valeur? Moi, en tant que médecin, comment j'interprète ce test négatif? Eh bien, si la prévalence est de 10%, avec un test comme ça, la valeur du test négatif est quasiment de 100%, 96%. Mais si la prévalence de mon échantillon est de 50%, donc une personne sur deux malades, la valeur du test négatif n'est plus que de 70%, enfin 72% si on fait le calcul exact. Ce qui veut dire que là, j'ai une personne sur quatre que je relâche alors qu'elle est positive. Quelle est la différence entre une prévalence à 10% et une prévalence à 50%? Vous prenez votre population générale, vous l'examinez, vous vous rendez compte qu'il y a des symptômes, vous avez une forte chance de ne pas vous tromper. On va dire que le médecin ne se trompe pas une fois sur deux. Quand même, on est quand même vachement bon. Eh bien, si on ne se trompe pas une fois sur deux et qu'on fait ce test après avoir examiné le patient, on va libérer une personne sur quatre pour continuer la propagation. Donc c'est une erreur. La réalité de comment on doit faire pour couper la maladie, c'est confiner toutes les personnes qui ont des symptômes, même si on se trompe et qu'on en a confiné en trop. Et il faut confiner toutes les personnes qu'on va tester qui n'ont pas de symptômes et qui seront positifs. Parce que ceux qui seront positifs sont réellement positifs et il y aura très peu de faux négatifs si on fait comme ça. Et après, du coup, toute la capacité d'avoir les asymptomatiques dépend du nombre de tests que l'on a. Donc, si on commence à retarder la mise en place du test parce qu'on cherche des cas contacts pour augmenter la prévalence et donc augmenter le nombre de faux négatifs, on utilise une armée mexicaine pour trouver des cas contacts sur lesquels ce sera une vraie passoire. Et au-delà même de la passoire, dans la théorie, ça ne marche pas. Maintenant, imaginons que ça marche. Imaginons que je me trompe, que je raconte des conneries et que ça marche. En pratique, comment ça va se passer? Je vois un patient. Je dis, vous êtes positif. On est à J1, on va dire. Parce que le patient, imagine qu'il est venu le jour même où il avait ses premiers symptômes. Ce qui n'est pas le cas, en général, c'est 48 heures. Donc, je lui fais son test tout de suite, ce qui est déjà rarement le cas. Si c'est moi qui le fais tout de suite, que je depose le test au laboratoire, il sera analysé pour le lendemain matin, dans le run du lendemain matin, et il me faudra 48 heures pour avoir le résultat. Ce qui veut dire que je suis déjà à J4. Et je t'ai dit tout à l'heure que les patients sont contaminants au plus haut à J7. Le temps que je reçoive le résultat du test, que je l'alerte la CPAM que la personne est positive, et que la CPAM se mette en branle-bas de combat, on sera facilement à J5. 24 heures. Hein. J'ai pas été, je suis vraiment sécure. Hein. Tu es à J5. Là, ils se mettent à contacter la personne.
s'ils ont le numéro de téléphone, s'ils savent si c'est la bonne adresse et si la personne répond au téléphone. Parce que malheureusement, quand on téléphone aux gens, parfois, ils répondent pas tout de suite. S'ils arrivent à faire ça, tout ça dans la journée, ils vont leur dire, monsieur, il y a 10 jours, combien de personnes vous avez rencontrées? Donnez-moi le numéro de téléphone de toutes les personnes que vous avez vues. Et non, pas Depuis 10 depuis jours, 10 en fait, jours, ça fait, il y en a fait. 10 jours. Bah oui, il faut Pourquoi il y a revenir 10 10 jours? jours en arrière quand il était contaminant. Et donc, il est Oui, contaminant ah, avant les on est symptômes, le contaminant garçon. d'accord. Mais après, on est contaminant combien de jours Au moins jusqu'à J7. Le pic c'est J7. Et tu peux être contaminant jusqu'à J35. D'accord. Mais ça, on ne sait pas trop. On trouve du virus jusqu'à J35, mais jusqu'à J14, c'est sûr, ça c'est officiel. Probablement jusqu'à J21. Et tu as encore du virus à J35. Moi, je dis à tous mes patients, je leur dis, si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas le voir avant J30. C'est minimum. Après, pour les contacts du boulot que vous aimez pas trop, à partir de J21, ça peut se discuter. Donc du coup, c'est pas Donc, possible. C'est si je résume, impossible en parce que fait, si tu te dis, je travaille, je suis plus confiné, je travaille, donc je vois du monde. Le numéro du taxi qui m'a transporté, le numéro de Germaine que j'ai vu au supermarché. Ah bah oui, mais je connais Germaine, mais je connais pas son nom de famille. Et tu ne peux pas y arriver, tu pourras pas. Donc c'est une vraie passoire. Donc cette stratégie, elle est inapplicable dès le départ. Alors sur le papier, c'est bien. Hein, sur le papier, on cherche les cas contacts. Bah, c'est logique. Hein, tu es forcément contaminé par quelqu'un. Mais c'est purement théorique. C'est de la réflexion d'épidémiologiste coupée du terrain et de la réalité des choses. C'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. et du coup, ce que vous proposez, parce que j'ai vu que d'ailleurs c'est mis en place dans quelques pays, c'est un dépistage Alors, aléatoire. Alors, c'est tu pas peux mis en expliquer place dans le quelques principe? pays. C'est mis en place en Islande, c'est mis en place en Corée du Sud, ça a été mis en place à Taïwan, et bizarrement, c'est les pays qui ont réussi à éradiquer qui sont en train d'éradiquer le problème. Donc non, il faut vraiment faire un test de masse, et le test aléatoire, c'est-à-dire qu'en gros, tu testes n'importe qui, même s'il n'y a pas de symptômes. Donc ça peut se faire de deux manières peu différentes. En France, je pense que ce serait compliqué de faire des tests obligatoires dans la rue avec des barrières de police. Bon, voilà, hein, ça me paraît compliqué à mettre en œuvre, mais ça c'est une technique. L'autre technique, c'est tout simplement toutes les personnes qui passent dans mon cabinet. Voilà, tu passes dans mon cabinet, paf, je te fais un test, voilà. Et au fur et à mesure, tu as un échantillon qui devient de plus en plus important et que tu testes. Et donc du coup, tu écartes au fur et à mesure un certain nombre de personnes. Et en fait, il faut pas avoir une vision individuelle, il faut avoir une vision collective. C'est-à-dire que si par exemple il y a 1000 malades circulants, si j'en retire 800, bah, ton R0 il plonge et donc du coup ça va diminuer automatiquement. D'accord. Et ça, est-ce que vous savez si c'est quand même dans les cartons, si en France il y a certaines personnes qui s'interrogent sur cette Moi, j'ai commencé question-là? à le mettre en place au cabinet hier. J'en ai eu ras-le-bol. J'ai appelé le président du Conseil de l'Ordre du Nord. J'ai appelé le président du RPS du Nord. J'ai prévenu mon directeur de la caisse. J'aurais dit, bah, j'en ai rien à foutre, je désobéis. Ça commence à bien faire cette histoire-là. J'ai été chercher mes tests au laboratoire et je fais mes tests comme bon me semble. Et c'est l'avantage d'être médecin libéral, c'est que j'ai pas de chef. Donc voilà. Et bien évidemment, si je suis seul à faire ça, ça ne sert à rien. Donc, il faudra que l'ensemble des médecins généralistes prennent leurs responsabilités, entre guillemets, et se disent, bon, écoutez, ça suffit, quoi, on va pas commencer à faire un case report de tous les cas de contact et mettre en route une armée mexicaine. Enfin, c'est complètement débile. Sinon, le plan est prévu En tout cas, avec une rémunération de 30 euros pour le médecin quand il dénonce son patient à la caisse, de 4 euros si je donne le numéro de téléphone et de 2 euros si je donne que l'adresse. Ah oui, c'est oui, ce qui ça est c'est prévu dans prévu, c'est le plan l'application de la actuel? caisse. Ah oui. En matière de Oui, déontologie, c'est effectivement, compliqué. Mais et, et, et en matière de bureaucratie, on voit quand même que c'est plutôt des ah oui, administratifs que des médecins qui tiennent. Alors, on va peut-être commencer à passer les questions. Alors, j'ai vu passer déjà pas mal de questions sur le thème qu'on a beaucoup entendu aussi dans les médias, sur qu'est-ce que tu penses du traitement du professeur Raoult et un petit peu de toutes les polémiques qui ont eu lieu autour de sa personnalité et alors, la de ses recherches. personnalité, on n'en a rien à foutre. On peut avoir un génie aux cheveux longs avec une bagouze. Il a même le droit d'être très très marqué à gauche. Si sa politique est bonne de santé, on l'appliquera. Point. On va pas se poser 40 questions sur la question. Par contre, il y a deux problèmes. Le problème, ça a été la manière dont il a
a mené les études qui, techniquement parlant, nous permettent pas d'en tirer des conclusions. Donc ça, c'est quand on est un brillant scientifique, on s'arrange pour que le savoir soit transmis. Ça n'a pas été le cas. Le deuxième problème, c'est le peu de précautions qu'il a pris à dire que la chloroquine était sans danger, ce qui n'est pas le cas. Et là, on commence à avoir les case reports de problèmes cardiologiques qui sont quand même importants, avec une hausse des infarctus. Alors on peut pas l'attribuer directement à ça, mais il y a quand même des doutes. C'est pas clair, quoi. Voilà. Après, quand on n'a pas de données, on n'a que de l'expérience personnelle, et l'expérience personnelle, c'est pas suffisant pour faire une recommandation. Par contre, il y avait une partie dans son protocole qui est intéressante, qui est l'utilisation de l'azithromycine, qui est en fait un antibiotique qui n'a presque pas d'effet secondaire, à part les allergies, deux, trois autres choses comme ça, qui est très utilisé en médecine générale dans les angines, donc quelque chose qu'on connaît bien, qu'on sait utiliser sans difficulté. Cette azithromycine, elle est connue pour avoir des propriétés antivirales qu'on utilisait déjà dans la BPCO et sur ce qu'on appelle les germes atypiques, les pneumopathies atypiques. Donc là, il y avait quelque chose. Et effectivement, on a des confrères qui l'ont utilisé de manière tout à fait, je dirais pas expérimentale, parce que expérimentale, ce serait pas autorisé, mais qui l'ont utilisé en se disant, bah moi j'entends une pneumopathie, on me dit que c'est du corona, mais je peux pas avoir la preuve puisque j'ai pas fait de test. Donc je vais couvrir une potentielle pneumopathie bactérienne avec de l'azithromycine. Bon, quand on n'a plus le choix entre plusieurs molécules, autant choisir la meilleure. Alors justement, j'ai une question que je vais lire parce qu'elle m'a l'air d'être un peu technique pour moi. De Christine Bayan. Bonjour docteur, un certain nombre de vos confrères ont constaté, même personnellement, puisqu'ils se sont traités au plaquenil plus azithromycine plus zinc plus CG3, que cela fonctionnait dès les premiers symptômes. Pourquoi autoriser le rivotril pour aider les personnes âgées à mourir et sanctionner les médecins de ville qui s'appliquent? Le protocole du professeur Raoult, tout cela est très grave. Combien de morts Alors, pourraient être évitées? pour répondre clairement, donc l'azithromycine, c'est la molécule dont je vous parlais. Donc, on a tout Ouais. à fait le droit de l'utiliser, on peut la prescrire, on n'a aucune difficulté avec ça. Le plaquenil, c'est je suis en train d'oublier le nom, mais peu importe. C'est la même molécule que la nivaquine, pour utiliser les noms commerciaux, désolé. Et donc du coup, c'est presque la même molécule, donc ça revient au même. C'est la chloroquine, excuse-moi. Et donc l'histoire de la chloroquine ou l'hydrochloroquine. Le problème, c'est sa toxicité cardiaque et sa faible marge thérapeutique. C'est-à-dire que c'est un médicament dans lequel, si on le prend à une faible dose, pas de problème, mais si on le prend à une trop forte dose, il y a des problèmes. Et le problème, c'est que la marge, elle est très étroite. Donc, si on se trompe de quelques milligrammes, on peut faire un arrêt cardiaque. Donc, c'est embêtant. Donc, il y a quand même un gros doute sur cette molécule-là. C'est pour ça qu'on a tiré la sonnette d'alarme, et c'est pour ça que des médecins, notamment des cardiologues, et qu'il y a eu des études, et que manifestement, ce signal d'alerte a été le bon. Hein. On a quand même pas mal de cas d'automédication à l'hydrochloroquine qui sont catastrophiques. Monsieur Raoult n'a jamais dit qu'il fallait s'automédiquer à l'hydrochloroquine. Il a dit, on fait une hydrochloroquine en milieu hospitalier, sous surveillance cardiaque, avec un électrocardiogramme à J0, donc le premier jour, et un deuxième électrocardiogramme à J2. Donc c'est pas pareil. C'est pas prescrire de l'hydrochloroquine comme ça sans surveillance. Non, non. Il y a un électrocardiogramme à J0 et un électrocardiogramme à J2. Pour bien comprendre, faire un électrocardiogramme, ça me prend, en allant très très vite, au moins 10 minutes en présence dans mon cabinet. 10 minutes en présence dans mon cabinet, c'est un risque majeur de se contaminer pour le patient. Je fais plus jamais ça depuis le début de l'épidémie. C'est 2 minutes chrono dans mon cabinet, le reste c'est dans le jardin. Et même s'il pleut, c'est comme ça. Donc du coup, il faut bien sous-peser le bénéfice, le risque. Et ça, franchement, je le vois pas. Elle avait une autre question dans sa question, c'était le Rivotril. Le Rivotril, je voudrais le dire tout simplement. Faut bien comprendre les choses. On est face à une pathologie qui, en quelques heures, vous allez passer de 99% de taux d'oxygène à 60, 70 et vous allez en mourir. En quelques heures. Donc, ce qui se passe, c'est que, je vais vous raconter le cas d'un de mes patients, tout simplement. J'ai vu un patient qui était en fin de vie,
à domicile, donc pas en EHPAD. On avait vu ensemble que, effectivement, vu son âge, vu ses comorbidités, il n'avait pas envie de mourir à l'hôpital, un tube dans la gorge avec quasiment 0% de chance de survie. Et donc, il a décidé de mourir chez lui. Donc, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé le voir un jour où ça allait vraiment pas bien, et c'était le lendemain d'un jour où il allait très très bien. Le fils m'avait dit: ah, c'est génial, votre azithromycine, ça a marché, du feu de Dieu. Le lendemain, il était en train de mourir. Et il m'a appelé, je suis passé à 11h30, midi, le voir. Il était vraiment sur la fin. J'ai dit, bon, bah, écoutez, c'est la fin. Il souffrait pas. Ça allait, il était calme. Et 2 heures après, il était mort. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça va très très vite. Le problème, c'est qu'on a des patients qui, quand ils se sentent en train de s'étouffer, ils ont encore un niveau de vigilance et de conscience qui est important, et ils se mettent à paniquer et à avoir peur. Et cette peur de la mort, c'est quelque chose que j'ai déjà affronté à plusieurs reprises. C'est très dur, c'est angoissant pour le patient, c'est angoissant pour la famille. Et dans ce cas-là, il vous faut une molécule pour calmer le patient. C'est pas pour le tuer, c'est juste que on veut pas le laisser mourir de cette manière-là. C'est pas possible. Et donc, du coup, on va mettre des médicaments soit pour soulager la douleur, soit pour soulager l'anxiété. Et malheureusement, ces médicaments qui nous servent, on est en rupture de stock depuis fort longtemps. Et les stocks qui avaient été envoyés dans les EHPAD n'ont pas été suffisants. Et il a fallu, en toute urgence, autoriser l'utilisation du Rivotril, qui n'est pas une molécule que l'on utilise normalement pour ça, mais qui est une molécule qui est très efficace pour ça. Donc, c'est pas une molécule qu'on va pousser la seringue jusqu'à la mort. Je ne sais pas à quel moment va mourir mon patient, et je ne le saurai jamais. C'est ça le principe de la vie, et c'est ça le principe de ne pas euthanasier quelqu'un, c'est de ne pas connaître le moment où il va mourir. Par contre, soulager un patient qui est angoissé ou qui meurt, c'est un devoir d'humanité. On ne laisse pas quelqu'un mourir dans la souffrance, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit physique. Voilà. Et du coup, c'est quoi les molécules qui nous manquent, dont tu parlais Euh, avant? ouais, Parce qu'évidemment, c'est technique, je te les c'est- passerai si tu veux, mais c'est des d'accord. molécules de sédation en fait. Hein. C'est des molécules pour anesthésier, donc ça permet de mieux doser la vigilance, ça permet d'endormir une partie tout en restant vigilant, donc de pouvoir dire au revoir à ses proches. Le problème du Rivotril, c'est que pour bien le doser, c'est compliqué, et donc on a des patients qui vont être plus endormis, et donc qui sur la mort vont être moins vigilants, on va dire. Voilà. Donc moi j'aime pas trop utiliser ça dans la mesure du possible. Euh, si le patient il appréhende pas la mort de manière trop anxiogène, c'est mieux de laisser les choses naturellement. Mais on a quand même des gens qui s'affolent, et on peut pas les laisser s'affoler, quoi. Et du coup, non, parce que c'est une autre question, on n'aura peut-être pas le temps de la traiter cette fois-ci, mais après les masques et après les tests, on s'est aperçu aussi que on avait une dépendance au niveau de l'industrie pharmaceutique sur des mêmes molécules de base qui semble quand même extrêmement préoccupante, et donc il faudra là aussi qu'on tire les leçons de cette crise. C'est quoi ton opinion sur cette dépendance? Merci Monsieur Juppé. Voilà. On a fait une politique du générique qui était géniale. On a copié les Américains, on a permis aux industries pharmaceutiques d'être génériquées au bout de 10 ou 20 ans, je ne sais plus exactement, on leur a fixé le prix pendant les 10 à 20 premières années. Donc en France, on est le seul pays au monde où on fixe un prix de démarrage. C'est l'État, hein, c'est les politiques, hein, qui choisissent le prix du médicament, Mmh. et pas en fonction de ce qu'ils appellent de critères c'est compliqué, mais enfin, en gros, c'est plus tu apportes quelque chose, et c'est pas une question de coût. Donc si tu trouves un médicament à 1 centime mais qui sauve des vies, il sera vendu très cher. Et ça, c'est la France qui a décidé de faire ça comme ça. Eh bien, on a prévu comme ça de ne pas financer la recherche. Bah oui, conséquence, 20 ans après, on n'a plus de recherche, plus de production en France. Oui, on tire les coups. Bah ouais.
Ok, donc effectivement, alors on va bientôt conclure. Juste peut-être une question maintenant sur sur un peu la stratégie de déconfinement et sur les risques qui ont lieu avec le déconfinement. Une question qu'on nous a posée, c'est qui sont elles sont un peu liées toutes ces questions-là. Pourquoi la Suède a réussi à ne pas confiner? Est-ce que c'est simplement parce que l'épidémie était moins forte chez eux, ou est-ce qu'ils ont une culture plus hygiéniste qui leur a permis peut-être d'éviter de passer par Le cette question-là? Et puis un peu dans la même logique, est-ce que on note une différence assez forte entre les cultures européennes et asiatiques sur ces questions-là? Est-ce que ça a une concrétisation dans la manière de traiter des Oui, le épidémies? confinement, c'est la sanction de ceux qui n'ont pas bien fait les mesures défensives, masques et protection, et les mesures offensives, le test et l'élimination des patients positifs. La Suède a fait correctement les choses, elle a augmenté son nombre de tests, elle fait des tests aléatoires. Voilà, elle a gagné la bataille. Là, en Asie, pareil, ils mettent des masques, et dès qu'ils sont malades, ils mettent des masques et ils s'isolent naturellement. Voilà, et donc du coup, effectivement, Taïwan, par exemple, ils n'ont pas eu besoin de confiner. Et La longueur du du coup, confinement le déconfinement, dépend du non-respect des mesures de barrière et de l'absence de réalisation de tests. Comme nous, on va commencer la politique de tests massifs à partir du déconfinement, c'est pas gagné. alors, je sais pas, on a le temps pour une dernière question. S'il y a une dernière question, vous pouvez la poser maintenant là sur le chat. Autrement, on va bientôt conclure. Alors, en Chine, on a traité aussi, alors toujours question un peu technique que je lis, en Chine, on a traité avec l'ozonothérapie pour oxygéner le sang des patients, car il est bien constaté que l'apport par l'intubation ne fonctionne en réa qu'à 39%. Et ajouter également de la vitamine C à forte dose en intraveineuse. Je n'ai pas la fin de la question, mais je ne sais pas si déjà ça Alors, te parle. l'ozonisation, non, ça ne me parle pas, c'est des techniques de réanimation. On a testé en France le sang de verre marin, l'essai a dû être arrêté rapidement. Donc ça n'a pas marché. La vitamine C, oui, je l'ai vu passer plusieurs fois. La vitamine C, elle a un rôle qui est enfin qui permet de lutter contre les infections, mais elle n'a pas un pouvoir magique, donc c'est loin d'être suffisant, quoi. Et j'ai pas vu passer d'essais concluants là-dessus. Les Chinois n'ont produit aucun essai concluant magique. Donc il n'y a pas de molécule magique en fait, hein. Ce qu'il y a de magique, c'est l'absence de contact et l'absence de contamination. Ça, c'est magique. En tout cas, bon, je vous remercie. Alors, une dernière question qu'on me pose, et il faudra vraiment qu'on conclue. L'intubation serait donc à proscrire d'après toi, ou pas? Alors, je suis pas réanimateur, donc ça c'est la première précaution que je prends à vous répondre, mais il semblerait que l'intubation-ventilation, de la manière dont on la faisait au démarrage de l'épidémie, c'est-à-dire assez agressive, parce que c'est ce qu'on fait dans les autres pathologies, n'apporte pas un grand gain. Par contre, l'oxygène à très haute concentration permet de passer cet orage épidémique. Après, franchement, ça dépasse mes compétences. En tout cas, merci beaucoup Bertrand. Bon courage pour la suite. Et effectivement, je pense qu'on aura à travailler ensemble. J'aimerais beaucoup qu'on puisse, avec le CERU, commencer à travailler à la fois sur peut-être des politiques sanitaires pour éviter à l'avenir d'être aussi dépendant à la fois à la chance et à l'incompétence des autorités sanitaires. Et puis peut-être aussi plus rapidement faire un peu une note sur les tests aléatoires qui me semble effectivement une solution un peu importante, et dommage que nos politiques n'y aient pas du tout regardé dans cette direction-là. En tout cas, merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un autre web rencontre. Le prochain invité n'est pas encore arrêté, mais vous aurez bientôt le nom sur notre site. Merci Merci beaucoup. beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir.